Bonjour, c'est Gabriel. Et Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on s'attaque à une affaire qui a vraiment tout d'un thriller d'espionnage. Le plus grand casse numérique de l'histoire de France. Rien que ça. Alors, tout commence le 12 décembre 2025. Le matin, la communication officielle du gouvernement se veut hyper rassurante. On parle d'activités suspectes, mais surtout, on assure qu'il n'y a pas eu de compromission grave. Le message est clair, dormez tranquille. Sauf que, quelques heures plus tard, c'est une toute autre musique qui se joue sur le dark web. Et là, le chiffre qui tombe est juste vertigineux. 16 millions de dossiers. On parle de dossiers de police et de justice confidentielle qui sont tout simplement mis en vente. Ok, et là, l'affaire s'épaissit encore. Le groupe qui revendique ce hack, c'est les Shiny Hunters. Le problème, ils sont censés avoir été démantelés plusieurs mois auparavant. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Qui est vraiment derrière tout ça? Une résurrection ou une manipulation? Pour bien comprendre le casse-tête, il faut regarder cette chronologie. Les Shiny Hunters, ils débarquent en 2020, se font un nom avec des hacks énormes. Mais en juin 2025, coup de théâtre, les têtes pensantes du groupe sont arrêtées en France. Fin de l'histoire? Eh ben non. 6 mois plus tard, un groupe qui se dit proche d'eux revendique cette attaque massive. Ça ne colle pas. Du coup, les services de renseignement sont sur 3 pistes bien différentes. Alors, quelles sont ces 3 pistes? La première, c'est la vengeance. Une cellule restante des Shiny Hunters qui voudrait faire payer l'État français. Deuxième option, l'usurpation. Un tout nouveau groupe de hackers qui utilise un nom connu pour se faire un maximum de pubs. Et puis il y a la troisième hypothèse, celle qui fait le plus froid dans le dos à la DGSI, l'opération sous faux drapeau. Bon, on a vu les hypothèses sur le qui, mais la question du comment est peut-être encore plus sidérante. Et tout nous ramène à un nom, Cheops. C'est l'infrastructure critique, la véritable colonne vertébrale numérique de toute la police française. Et la question que tout le monde se pose, c'est mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on a pu s'introduire comme ça dans le système nerveux central de la sécurité de tout un pays? Eh bien, accrochez-vous, parce que la réponse est d'une simplicité déconcertante. La raison principale, la voici. Une absence généralisée de double authentification. Une mesure de sécurité basique que tout le monde a sur sa boîte mail en 2025. Ce tableau y résume parfaitement la situation. Les attaquants ont probablement juste piraté une boîte mail. À partir de là, c'était porte ouverte. Parce que le portail Cheops, qui donne accès à tout, y compris au fichier des antécédents judiciaires, le TAJ, et au fichier des personnes recherchées, le FPR, eh bien, il n'était pas protégé par cette fameuse double authentification. En gros, c'est comme si la clé de la forteresse était sous le paillasson. Et cette faille technique, elle a un coût humain absolument terrifiant. Parce que derrière les chiffres, il y a des vies. Que contiennent exactement ces 16 millions de dossiers qui sont maintenant dans la nature? C'est là qu'il faut bien comprendre la différence. Le casier judiciaire, c'est le document officiel. Il ne contient que les condamnations finales. Mais le fichier TAJ, c'est autre chose. C'est une gigantesque mémoire secrète de la police et de la justice. Dedans, il y a tout. Des suspicions, des comptes rendus d'audition, des dépositions de victimes, y compris pour des affaires qui ont été classées sans suite. On parle de données sur près d'un tiers de la population française. Du coup, les conséquences potentielles sont juste vertigineuses. On parle de la possibilité de chantage de masse contre des citoyens comme contre des hauts fonctionnaires. Des carrières pourraient être brisées sur de vieilles suspicions jamais prouvées. Et puis, il y a la mise en danger directe des familles d'agents de police, de magistrats, sans compter que c'est une véritable feuille de route livrée sur un plateau au service de renseignement étranger. Et tout ça, bien sûr, nous ramène à l'hypothèse la plus glaçante. Et si, au fond, ce n'était pas un simple acte de cybercriminalité, mais bel et bien un acte de guerre hybride? Si on regarde l'analyse des experts, dans le contexte de fin 2025 avec les tensions géopolitiques, les sabotages russes en Europe et l'espionnage chinois, le scénario d'une attaque étatique déguisée est le plus plausible. La probabilité d'une implication de la Russie est jugée élevée, celle de la Chine moyenne à élevée, tandis que celle d'un simple groupe criminel passe au second plan. C'est exactement la définition d'une opération faux drapeau. Utiliser le nom des Shiny Hunters, c'est le camouflage parfait. Ça permet à un État comme la Russie ou la Chine d'avoir ce qu'on appelle un déni plausible, tout en atteignant leur véritable objectif, déstabiliser la France de l'intérieur, en semant le chaos. Au final, cette citation, je trouve qu'elle résume parfaitement le problème. Ce désastre, il révèle une sorte de faille culturelle. On a investi des fortunes dans des projets d'avenir, des réseaux du futur, tout en oubliant de mettre en place les sécurités les plus basiques pour protéger les archives du présent, les données de millions de personnes. Et ça nous laisse avec une question qui est fondamentale pour notre démocratie. L'État peut-il vraiment exiger la confiance de ses citoyens s'il n'est pas capable de protéger leurs données les plus intimes? Voilà pour notre analyse du fiasco de la place Beauvau. Si cette explication vous intéressait, n'hésitez pas à vous abonner à Confluence et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.
On vous dit à très bientôt.